Au sommaire, la fin tragique du président tchadien Idriss Déby Itno. Le maréchal du Tchad est mort, les armes à la main. Analyse et réaction dans ce journal. Procès des 2 convoyeurs présumés du jeune Doudou Faye, mort sur la route de l'émigration irrégulière. Audience renvoyée au 27 avril en l'absence des témoins clés ce matin devant le tribunal de Mbour. Affaire de la vente de médicaments non autorisés, retour de parquet pour les 4 personnes arrêtées. Le dossier risque d'atterrir sur la table d'un juge d'instruction. Campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, net ralentissement des opérations. Le ministère explique cette stagnation par la baisse des stocks et par des problèmes techniques. Dans notre série de reportages sur l'emploi des jeunes, nous nous intéressons aujourd'hui à l'accompagnement des porteurs de projets et des jeunes entrepreneurs par des coachs. Rendez-vous dans la seconde partie de cette édition à la mise en onde Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Comme à son habitude, le président du Tchad était aux côtés de ses hommes pour repousser l'offensive fulgurante du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Fact, le maréchal Idriss Déby Itno y a laissé la vie après avoir subi des blessures mortelles. L'annonce a été faite ce matin sur la télévision nationale tchadienne par le porte-parole de l'armée. Synthèse de ces informations avec Kouma Sandiane Faye. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'information de la journée, la mort au Tchad du président Idriss Déby. Il est mort de blessures reçues au front, selon l'armée qui a fait l'annonce à la télévision d'État. D'après le porte-parole de l'armée, le président Déby commandait son armée dans les combats contre les rebelles du FAC, Front pour l'alternance et la concorde, dans le nord durant le week-end. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême. Ainsi l'a annoncé le général Azem Bermadoua à Gounan. Ces combats ont duré une quinzaine de jours à 300 km de la capitale. Selon des sources, le président tchadien, militaire, chef suprême des armées, avait l'habitude de participer au combat. Des ministres et des officiers de haut rang même avaient indiqué ce lundi que le chef de l'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front, opposant son armée à une colonne de rebelles qui lance une offensive à partir de bases arrière en Libye le jour du scrutin le 11 avril. Le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, avait été réélu pour un 6e mandat après 79,32% des suffrages exprimés selon des résultats officiels énoncés ce lundi. Le président Déby est à la tête du Tchad depuis 30 ans. En 1990, un coup d'État l'avait porté au pouvoir. Aujourd'hui est décédé à 68 ans et qui, pour le succéder, en tout cas pour l'heure, un conseil militaire dirigé par son fils le remplace, selon toujours l'armée, pour assurer la transition. Ainsi, une nouvelle page s'ouvre pour le Tchad. Le journaliste blogueur tchadien Makaïla Ngebla, actuellement en exil en France, considère la mort du président Idriss Déby comme un soulagement pour le peuple tchadien, mais il précise que les populations ne vont pas accepter une dévolution monarchique du pouvoir. Les Tchadiens vivant en France vont organiser une manifestation devant l'ambassade du Tchad ce soir. Makaïla Ngebla a été joint ce matin par El Hadj Ndiogou Diène. C'était évident parce que vous savez, quand il a fait preuve d'une obsession de conserver ce pouvoir depuis 31 ans en réprimant son peuple, en confisquant effectivement toutes les libertés individuelles et collectives. Et vu que Déby il s'est positionné comme un guerrier, il a fait comprendre à l'opinion internationale et surtout à la France qu'il est un acteur indispensable dans la lutte contre le terrorisme. On a toujours dit à l'opinion publique internationale et surtout à la France que le fait de miser sur Idriss Déby comme un allié fort dans la lutte contre le terrorisme, la France a fait une erreur très monumentale et fondamentale. Aujourd'hui, la République tchadienne a triomphé sur Idriss Déby. Et comment à N'Djamena, cette nouvelle est-elle accueillie par les populations? Mais écoutez, la population tchadienne est aujourd'hui soulagée. Vous savez, elle était isolée, elle était réprimée pendant 31 ans. Elle n'avait pas d'autre perspective dans ces pays-là. Ni par les urnes, et on ne pouvait pas faire partie du débit, ni par les armes, on n'a pas pu faire partie du débit. Et donc toutes les options qu'on avait utilisées, les populations ont été résignées à un moment donné parce qu'on vous arrête, on vous expulse des pays.
comme mon cas. Et donc la population tchadienne est aujourd'hui soulagée parce que la crainte, c'est qu'on veut encore conserver le pouvoir de manière monarchique, c'est-à-dire de père en fils. Sinon, à la société monarchique et à la confiscation du pouvoir de manière clanique, de manière familiale. Et donc ça, c'est le fondement de notre combat depuis, moi, en ce qui me concerne, depuis 20 ans. Et en ce qui concerne le peuple tchadien depuis 31 ans. Donc, en tout cas, ces scénarios ne vont pas se passer, et nous sommes encore déterminés, nous sommes mobilisés. Ce soir, nous allons organiser à Paris une grande manifestation déjà à l'ambassade du Tchad à Paris pour amener la communauté internationale et surtout ramener la France à la raison. C'est elle qui est à l'origine de cette situation et celle qui est maintenue depuis 30 ans et du début au pouvoir. Mankaila Ngebla qui a également vécu quelques années au Sénégal. Autre réaction, celle de la communauté des Sénégalais vivant à N'Djamena, l'un de leurs représentants que nous avons joint tout à l'heure. Dambabou a été joint au téléphone donc par Barthélémy Gom. Pour l'instant, il y a du calme plein, il n'y a pas de problème. En ce moment même, je me trouve à Daïra, la maison de Serigne Touba à N'Djamena. Bon, pour le moment, vraiment, il n'y a pas une grande panique. On l'a appris comme tout le monde, mais pour le moment, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, est-ce que cette situation-là a été prévisible? On ne s'attendait pas à son décès, vraiment. Puisque hier, on avait annoncé les rebelles très proches, que les gens avaient la panique, mais la panique était aplanie. Et après, ce matin, on était même ouvert les boutiques, on est parti au marché pour travailler. Et après, par la suite, qu'on a annoncé son décès, bon, il y a une certaine panique qui apparaît des gens quand même. Les gens parlent de tout le temps, mais pour le moment, vraiment, pour l'instant, c'est pas catastrophique pour l'instant. D'accord, mais vous avez fermé vos boutiques pour rentrer à la maison? Oui, chacun est en train de rentrer à la maison. Mais en ce moment, moi, je me trouve à Daïra avec quelques Sénégalais. Et pour le moment, vraiment, il n'y a pas un gros problème pour le moment. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Retour au Sénégal avec le procès des deux présumés convoyeurs dans l'affaire de l'adolescent Doudou Faye, du nom du petit garçon qui a péri au large des îles Canaries alors qu'il tentait l'émigration irrégulière. Ce procès a été renvoyé jusqu'au 27 avril prochain. Motif, absence des témoins clés, parmi eux Lamine Faye, le père du jeune garçon. Les deux présumés convoyeurs sont poursuivis pour homicide involontaire et trafic de migrants. Le récit d'Abdourahmane Diallo. Une centaine de personnes s'est rendue ce matin au tribunal de Mbour. Plusieurs dossiers figuraient sur la liste du juge. Parmi ces dossiers, l'affaire de l'adolescent Doudou, l'enfant qui a perdu la vie en pleine mer en partance pour l'Europe. Les deux présumés convoyeurs arrêtés il y a 10 jours n'ont passé que 2 minutes devant la barre. Le procès est renvoyé jusqu'à la semaine prochaine. Maître Abdoulaye Tall, avocat de la défense. Ouais, le tribunal a renvoyé effectivement pour la comparution des témoins, en l'occurrence le sieur Lamine Faye, Serigne Dieng et Kaïta Lo. Les trois ont été entendus dans une précédente procédure en tant que prévenus et qui ont été jugés. C'est pour ces raisons que le tribunal, considérant que la présente procédure est la suite de cette première procédure, raison pour laquelle on a estimé nécessaire de voir leur comparution pour effectivement leur audition, pour la manifestation de la vérité. Vêtus tous les deux d'un maillot assorti de pantalons blouson, ils sont poursuivis pour homicide involontaire et trafic de migrants. Ouais, bien sûr que rassurés. Nous sommes très rassurés. Oui, et le moment venu, on avisera. Il faut rappeler que ce dossier sur l'immigration clandestine a entraîné l'arrestation du papa de l'adolescent Doudou Faye. Il est jugé, condamné, puis libéré. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Deuxième jour de grève de la faim des 25 détenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa Bayotte. La diète se poursuit donc à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Selon des informations en possession de notre correspondant, certains parmi eux commencent à afficher des signes de faiblesse physique. Les grévistes auraient refusé toute tentative de médiation visant à les convaincre de suspendre leur mouvement en lieu et place. Ils exigent la venue d'une autorité judiciaire pour lui exposer à cette autorité judiciaire leur principale doléance et entrer à l'ouverture d'un procès juste et équitable. Madia Diop Sané, président du mouvement Vision Citoyenne, dénonce cette situation que vivent les 25 détenus et en appelle à une réaction des autorités judiciaires. Madia Diop Sané que je vous propose d'entendre au micro de Lamine Ba.
Ils sont détenus par un juge d'instruction. L'affaire est en instruction. Mais malheureusement, une affaire en instruction qui dure 3 ans, je pense que nous sommes dans un pays sérieux, un pays de droit, un pays civilisé. Et les détenus ont des droits aussi. Et jusque-là, nous savons que ces gens-là bénéficient aussi toujours de ce que l'on appelle la présomption d'innocence. Donc, si ces gens-là, depuis quelques années, depuis quelques mois, ils sont en train d'insister, de parler avec acuité, de soutenir avec acuité, qu'ils veulent être jugés parce que leur avocat, malheureusement, a déposé des libertés provisoires qui n'ont pas suivi d'effet, qui n'ont pas été suivis d'effet. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de demander à ce qu'ils soient jugés parce que le dossier, vraiment, il faut savoir que le dossier a perduré. 3 ans. 3 ans, jusque-là, les gens n'ont pas encore été jugés. Et nous demandons à l'État du Sénégal et à la justice sénégalaise de prendre ses responsabilités. Parce que ces gens-là aussi bénéficient d'un certain droit, même si de part et d'autre, ils sont des détenus. Mais nous demandons aux juges d'instruction surtout d'ouvrir ce dossier-là. S'ils peuvent bénéficier de liberté provisoire, pourquoi pas? Mais si aussi ils pensent qu'ils doivent être jugés, mais qu'ils soient jugés, qu'il en soit ainsi. Évoquons maintenant l'affaire des médicaments non autorisés à la vente. Les 4 personnes arrêtées sont retournées à la cave du tribunal de Dakar après leur retour de parquet hier. Elles attendent de faire face à un juge d'instruction. Ces individus interpellés par la sûreté urbaine la semaine dernière sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui et trafic international de médicaments, entre autres chefs d'inculpation. Dans cette affaire de médicaments non autorisés à la vente au Sénégal, Maître El Hadj Diouf fait partie du pool des avocats qui assure la défense des Chinois arrêtés. Le célèbre avocat est constamment au front dans les dossiers judiciaires à polémique, même si l'intéressé se défend de chercher le buzz médiatique. Un juriste soutient, lui, que Maître El Hadj Diouf cherche bien le sensationnel. Binta Diallo. D'emblée, la robe noire dégage en touche. Le tonitruant avocat, comme l'avait surnommé le président Abdoulaye Wade, déclare servir ni par le buzz, ni pour le buzz, encore moins pour de l'argent. Maître El Hadj Diouf. Maître El Hadj Diouf n'est pas omnibulé par l'argent ou le buzz. Ce sont les dossiers eux-mêmes qui font leur propre buzz ou qui sont des dossiers où il y a beaucoup d'argent. Ou bien dans les dossiers où on parle argent. Mais ce n'est pas El Hadj Diouf qui va vers ces dossiers. Ce sont ces dossiers qui vont vers Maître El Hadj Diouf. Que personne ne vienne dire, et je le répète, que personne ne vienne de dire que Maître El Hadj Diouf cherche le buzz ou l'argent. C'est l'argent peut-être et le buzz qui cherche Maître El Hadj Diouf, comme il cherche d'autres avocats. Voilà, il faut que ça soit clair. C'est une question de confiance entre les clients et leurs avocats. Les dossiers pénaux ont la particularité de ne pas échapper au sensationnel et au buzz. Dr Daouda Ndiaye, juriste, le déclare et rappelle. Il occupe l'espace médiatique pour exister. Il a existé avant, il existera toujours. Mais l'hypermédiatisation de Maître El Hadj Diouf, elle est liée aussi à la température de notre pays. Les journalistes travaillent beaucoup sur le buzz. Il y a des avocats d'affaires qui sont très connus au Sénégal et qui ne sont jamais sur les plateaux de télé, travaillent sur le droit bancaire, qui travaillent sur le droit commercial, sur le droit des activités maritimes, mais ils n'ont pas la notoriété de Maître El Hadj Diouf. Buzz ou argent, Maître El Hadj Diouf est toujours cité dans les grands dossiers judiciaires. De l'affaire Habré en passant par Karim Wade, d'Okiñas, la Sotrac, sous Ndiaye Neuf à l'incendie criminel de la Bourse du Travail. Les grands dossiers encore plaidés par El Hadj Diouf sont relatifs à l'affaire Adel Corbon, Cheikh Omar Anne Pape Alé Niang, les dossiers Bamba Fall, Barthélémy Diaz, Mamour Diallo, Ousmane Sonko et Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé, entre autres, au-delà de nos frontières. Pour clore ce chapitre judiciaire, revenons sur la mort de l'artiste comédien saint-louisien dit Mbida. Les Saint-Louisiens, toujours sous le choc, Mbida a été poignardé par des inconnus alors qu'il rentrait chez lui après avoir dénoncé le vandalisme sur une œuvre d'art, une fresque sur le mur du stade Babacar Seye, Maître Babacar Seye. Les artistes exigent une enquête diligente et la police n'écarte aucune piste. Mohamed Nabissila. La consternation et l'émoi sont les sentiments les mieux partagés à Saint-Louis à la suite du crime perpétré
perpétré sur la personne de l'artiste comédien Birahim Siby Mbide. Qu'il est odieux ce crime, c'est un crime odieux et lâche. Nous n'allons pas laisser passer aussi. Nous exigeons qu'une pleine lumière soit faite sur tout cela. Tous les acteurs culturels de Saint-Louis et tout corps et toutes disciplines confondues, nous sommes outrés et nous ne voulons pas laisser passer ça. Un acteur culturel de cette envergure qui est Mbide Siby est sauvagement assassiné, je dirais lâchement. Revenant de la maison mortuaire, les artistes et metteurs en scène Zumba et Babacar Faye exigent la lumière avec une enquête diligente de la police. On retrouve celui ou ceux qui ont fait ça. Il y a plusieurs versions. Comme l'enquête est en cours, on ne peut pas se prononcer sur n'importe quelle version. Mais notre vœu le plus cher, c'est que justice soit rendue. Il y a eu 2 crimes. Il a dénoncé une sorte d'autodafé réalisé sur une fresque, une œuvre d'art, un graffiti réalisé sur le mur du stade. Après, il a été assassiné. Leur jeune collègue Babou Mbaye leur emboîte le pas et lance un appel à l'autorité. Nous lançons un appel à la police vraiment de faire leur enquête. Birahim Siby est un acteur culturel, c'est un miroir de la société. Des proches de l'artiste ont été entendus par la police qui ne veut négliger aucune piste. Pour l'heure, la famille et les artistes attendent le corps pour procéder à l'inhumation après autopsie. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Épidémie de Covid-19 au Sénégal, activité de vaccination anti-Covid, cela fait maintenant 3 jours que les chiffres ne bougent pas. 380 665 personnes vaccinées selon les derniers bilans journaliers. Le ministère de la Santé apporte une réponse, une baisse des activités durant le week-end. Le ramadan, une tension dans la disponibilité des doses à Dakar et Thiès et des soucis informatiques pour la collecte des données sont là, entre autres, les problèmes énumérés par le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Il a été joint tout à l'heure par Awambaye. Il y a encore des vaccins, même si nous n'avons pas toujours la même quantité de vaccins, parce que c'est depuis pratiquement le 23 ou 24 février qu'on a commencé à vacciner. Il y a toujours des vaccins, mais il n'y a plus la même quantité. Il y a une baisse des stocks. Effectivement, il y a également une baisse des activités durant le carême et que nous venons également d'un week-end. Il y a toujours la vaccination, elle est plus intense dans les jours ouvrables. Mais il se trouve également qu'un phénomène important qui est en rapport avec ce que je disais tantôt, il y a des régions qui sont actuellement en tension de vaccins, c'est-à-dire qui ont très peu de vaccins. C'est notamment la région de Dakar et la région de Thiès qui vaccinent très peu, mais il se trouve également, parce que les vaccins, nous devons les redéployer, c'est-à-dire les prendre dans des zones qui ont vacciné moins dans d'autres régions pour les redéployer à Dakar et à Thiès. Il y a également que nous avons préféré actuellement mettre en maintenance notre plateforme du DIHS2 pour le recueil des données, pour l'intégration d'autres antigènes dans la plateforme, pour s'inscrire durablement dans une plateforme qui intègre tous les vaccins, parce qu'au début, nous n'avions mis que AstraZeneca et Sinopharm. Maintenant, il faut intégrer le Johnson et le Johnson, le Sputnik et tous les autres antigènes. Nous voulons nous inscrire dans la prospective pour intégrer tous les vaccins qui pourraient apparaître, en tout cas qui sont en ligne de mire actuellement. Voyons maintenant les autres chiffres du jour sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal. Seules 15 nouvelles contaminations ont été relevées sur 911 tests effectués, soit 7 cas contacts et 8 cas de transmission communautaire. Malgré cette nette baisse des nouveaux cas, on a enregistré 4 décès hier lundi, ainsi qu'une augmentation relative des cas graves qui passe de 14 à 17 entre hier et aujourd'hui. 5 mois de prime de motivation, c'est ce que réclame le personnel du centre de traitement de l'hôpital principal de Dakar. Ils ont organisé un sit-in devant l'hôpital pour crier le ras-le-bol. Ils n'écartent pas de marcher vers le palais et de paralyser le système pour se faire entendre. Un sit-in qui s'est tenu difficilement ce matin. Nous en reparlons dans un petit instant avec Salimata Awa. En attendant la réaction du directeur des établissements de santé, il précise que le centre de traitement de l'hôpital principal était fermé pendant 2 mois et le ministère de la Santé avait fait le nécessaire. Pour l'heure, on ne peut pas parler de non-paiement des motivations. C'est le général Mamtierno Dia qui a confirmé l'effectivité des paiements. Docteur Ousmane Dia est avec Salimata Awa. J'ai eu le général. Pour le principal, il faut rappeler qu'il y a eu un moment où le CT était fermé. Et durant cette fermeture, M. le ministre a demandé qu'on paye d'une manière rétroactive les motivations dues aux agents travaillant dans le CT. À cet égard, le principal a eu 2 mois de fermeture.
et le ministère a viré les ressources essentielles pour le paiement du dernier mois d'ouverture, c'est-à-dire décembre 2020. Et aujourd'hui, principal a payé pour le mois de janvier et février. Restant peut-être le mois de mars qui sera payé réellement quand les ressources seront en tout cas disponibles au niveau du compte du trésor. Mais pour principal, je peux affirmer ici devant votre micro qu'aucun problème en tout cas ne saurait exister du fait d'un non-paiement de motivation. Parce que le ministère a donné l'essentiel des ressources et tout récemment le général Mampiano m'a personnellement appelé pour me dire avec son RAF que le paiement était effectif pour 2 mois en attendant un virement. Parlons maintenant des problèmes que rencontrent les étudiants de l'université Gaston Berger et ceux de l'université Alioune Diop de Bambey. Ces problèmes étaient au menu d'une rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Seulement, la réunion s'est terminée en queue de poisson. Un désaccord entre les deux parties. Les étudiants ont rejeté la proposition des autorités axée sur l'organisation des masters dans les universités publiques. Ils ont par la suite produit un communiqué parcouru par notre correspondant Babacar Diouf. Dans un communiqué conjoint, les étudiants de Bambey et Saint-Louis rejettent ensemble la réforme portant organisation du master dans les universités sénégalaises par le ministre de l'Enseignement supérieur. Une décision prise sans la moindre concertation avec les principaux concernés, regrettent les étudiants. Dans le communiqué dont nous avons copie, ces étudiants disent clairement, je les cite, « Depuis l'entame de ces fameuses réformes, le ministère de l'Enseignement supérieur ne cesse de verser dans l'unilatéralité avec ses acolytes recteurs des universités publiques. Toutes les décisions afférentes à ces réformes ont été prises à l'exclusion des représentants d'étudiants qui ne sont désormais pour le ministère de l'Enseignement supérieur que des récepteurs d'informations. » Fin de citation. Autre point qui irrite la sensibilité des coordinations d'étudiants de Saint-Louis et Bambey, l'attribution des quotas de bourses de master aux universités publiques. Une décision qui laisse entrevoir une insuffisance du nombre de bourses qui sera mis à la disposition des étudiants sélectionnés. Pour toutes ces raisons, les étudiants de Saint-Louis et Bambey exigent la reprise sans délai des sélections en master et le démarrage des inscriptions. Ils rejettent toute idée de limitation de bourses en master et exigent enfin l'octroi de bourses à tous les étudiants valablement sélectionnés et remplissant les conditions d'attribution déjà en vigueur au Sénégal. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Ici à Dakar, à la FASTEF, précisément la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, les étudiants et stagiaires sont montés au créneau pour réclamer leur bourse qu'ils n'ont pas perçue depuis 6 mois. Ils ont adressé un message aux autorités lors de leur conférence de presse tenue ce matin. Maktar Ning, président de la commission sociale, au micro de Mamas Toukane. La situation extrêmement difficile que les étudiants et nous de la FASTEF vivons, qui est du fait de l'Ecobank, qui est chargé de payer nos bourses. En ce moment où nous vous parlons, il y a plusieurs de nos étudiants, ici, à la FASTEF même, qui courent encore derrière leur bourse. Maintenant, les états de paiement de ce mois de mars, qui devaient normalement être payés depuis le mois d'octobre, sont jusqu'à présent pas à terme. Bon, maintenant, les états ont été envoyés depuis le 22 mars. Donc aujourd'hui c'est le 20, jusqu'à présent, pas de résultat. Ces stagiaires, il y a parmi eux des pères et des soutiens de famille. Nous avons également démarré nos stages et la rédaction de nos mémoires. Ces bourses-là sont vraiment capitales pour les stagiaires étudiants de la FASTEF. Donc on a passé 6 mois sans les bourses. Là, en tout cas, la direction des bourses a honoré ses engagements par rapport à... Mais le problème principal, c'est l'Ecobank. Bon, pour le moment, on va se limiter à ça, car notre statut en tant que stagiaire et futur formateur également ne nous permet pas de faire des manifestations physiques au niveau de la rue, comme font certains étudiants ici au Sénégal. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Souleymane Niang. Un seul titre à la une de cette actualité internationale. Le Tchad en deuil, Idriss Déby Itno n'est plus. Il est décédé ce mardi des suites de blessures reçues au front alors qu'il commandait son armée dans les combats contre les rebelles dans le nord. Idriss Déby est mort à l'âge de 68 ans. Idriss Déby s'est emparé du pouvoir en 1990 à l'issue d'un coup d'État. Il a été promu au rang de maréchal en août dernier. Déby venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des suffrages selon des résultats provisoires annoncés hier par l'instance électorale du Tchad. Alors à quoi peut-on s'attendre au Tchad après le décès de Idriss Déby que les rebelles du FACT voulaient renverser en plus de la crise politique dans le pays? Nous avons posé la question à Régis Oumpe, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Il est géopolitologue. Nous l'avons joint à Paris. Non seulement au Tchad, il y aura des instabilités
d'instabilité, il y aura une espèce de déstabilisation. Rien ne dit que la rébellion qui vient n'entrera pas bientôt à N'Djamena, mais il y a de fortes chances justement que ce pays quand même vive un moment assez délicat. Et la question pour moi en tant que géopolitologue, c'est l'importance quand même du Tchad, du dispositif militaire tchadien par rapport à la sécurisation quand même du Sahel. On sait très bien que Idriss Déby et le Tchad et l'armée tchadienne sont les alliés objectifs, sont les alliés de premier plan de l'opération Barkhane. Et l'armée tchadienne a toujours été en pointe parce qu'elle est davantage la plus aguerrie sur la lutte contre le terrorisme. Voilà que la tête pensante, la tête de pont, le cerveau de l'opération est décédé, même si effectivement son fils se remplacera, mais on est en droit quand même de se poser la question quand même de la future déstabilisation quand même de ce pays et par-delà de la sous-région. Donc je pense qu'en fait c'est un défi qui est lancé. La mort d'Idriss Déby effectivement n'est pas une très bonne nouvelle si vous voulez d'un point de vue politique et sécuritaire. La mort n'est pas une bonne nouvelle d'un point de vue politique et sécuritaire dans la mesure où aujourd'hui le Tchad effectivement est déjà cisaillé par des conflits internes, par un système politique qui était extrêmement répressif par rapport aux opposants, certes, mais il faut au-delà quand même de cette assertion faire rapidement un inventaire de l'après. Et je pense que l'après pose beaucoup d'interrogations, pose beaucoup d'interpellations. Après, nous verrons bien, les choses se sont assez précipitées à N'Djamena avec maintenant la dissolution de toutes les institutions, la mise en place d'un conseil national de transition qui sera présidé par son fils, général Itno Déby. Nous devons rester extrêmement attentifs parce que les jours qui viennent sont très incertains. Idriss Déby Souleymane était très engagé dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le Tchad est membre du G5 Sahel. Pour Bakary Sam, directeur de Timbuktu Institute, la mort de Déby constitue un risque pour le Sahel. Son pays a été jusqu'ici le symbole d'un verrou contre le débordement de la situation libyenne au Sahel, mais aussi, ne l'oublions pas, contre le débordement de la situation qui prévaut en Centrafrique et les troubles actuels qui se poursuivent au Soudan. Sur un autre point de vue, la stabilité de la Libye est d'un enjeu crucial pour la sécurité de la région et n'oublions pas que sa mort va poser des problèmes sur le plan politique interne, de même que cela va poser un certain nombre de difficultés au G5 Sahel et tous les pays qui étaient dans cette organisation avec la présidence tchadienne. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus que dans le cadre de la présence française au Sahel et en Afrique de l'Ouest, la Libye était une pièce maîtresse, notamment dans la zone des 3 frontières, dans l'Iptako-Gourma, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, tout en gardant bien en tête la manière dont Idriss Déby représentait un garant de cette lutte contre le terrorisme dans la région, au regard de son implication pour notre pays, certainement. Le sommet d'N'Djamena a été très très important, qui symbolisait un rapprochement entre notre pays et ce cadre régional de coopération. Et je crois qu'il va falloir désormais penser à la manière dont la carte sécuritaire et géopolitique va se redessiner dans le Sahel. Alors Souleymane, pour terminer l'affaire George Floyd aux États-Unis, verdict attendu dans le procès de Derek Chauvin. Le jury s'est retiré hier pour statuer sur la responsabilité de Derek Chauvin après une ultime journée au cours de laquelle accusation et défense ont exposé leurs arguments. Le policier blanc de 45 ans est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort de George Floyd, qu'il avait interpellé avec 3 autres agents pour une infraction mineure. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h28. RFM Sport. Nous accueillons Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. On commence par du rugby. Les femmes veulent plus de moyens pour promouvoir la discipline. Pour promouvoir la discipline et passer au rugby à 15, elles ont décidé de participer à un tournoi qui sera organisé très prochainement au mois de juin précisément en Tunisie. Nous avons reçu ce matin la visite de Anna Michel Prudence, l'une des joueuses de cette équipe nationale du Sénégal. Nous l'écoutons. On est en train de monter une équipe de rugby à 15 au Sénégal. C'est un match de test que Rugby Afrique voudrait faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est une occasion d'organiser un championnat à 15 à travers tout le territoire sénégalais et pratiquement participer à ce championnat de rugby à 15 que Rugby Afrique organise. Organiser ce championnat demande encore plus de motivation, plus d'engagement, et surtout d'infrastructure. Parce que le 15 regroupe encore plus de monde dans le terrain. Donc, ça demande encore plus d'engagement et plus d'encadrement. C'est pour la sécurité des joueurs. Avec l'état des terrains qu'on a actuellement, on n'a pas d'infrastructure. Sur le terrain, ça demande tellement de soutien
venant de la part de tout le monde en fait, et que c'est ça notre cri de cœur actuellement. On voudrait l'aide de toute personne qui a la volonté d'aider les femmes. Parce qu'en fait, ici, les chefs d'entreprise, pratiquement, ils sont des hommes et ils n'aident pas le sport féminin. Si possible, en fait, s'ils nous aident, en fait, avec tous les moyens qu'ils ont, on est preneur. Parce qu'actuellement, on en a besoin. Avec toute personne qui est bénévole, en fait, on a besoin de cette aide. Parce que en fait, les femmes ne sont pas aidées en fait, sur leur sport. Malal Djaraf joue demain au stade La Dior de Thiès. Ce sera pour le compte de la Coupe CAF 5e journée. Les Verts et Blancs de la Médina vont croiser l'équipe de l'Espérance de Tunis qui est arrivée hier à Dakar. Nouvel attelage également à la direction technique nationale. Joseph Koto revient aux affaires. Il devient l'entraîneur des sélections locales et U23. Malik Daf reste aux commandes de la sélection des U20 alors que Serigne Saludia va diriger désormais l'équipe nationale U17 du Sénégal. Et puis lutte avec frappe les jeunes à l'assaut des ténors. Les jeunes lutteurs de la banlieue veulent détrôner les ténors que sont Balla Gaye numéro 2 et Modulo. Ama Baldé et Boigna vont les affronter très prochainement dans l'arène. Comment analyser cette posture des jeunes face aux ténors que sont Balla Gaye numéro 2 et Modulo? Omar Diagne, technicien du notre sport national, analyse ce fait. Les VIP qui sont là au nombre de 7 à 8, voire qui lutter entre eux, ne peut pas avancer la lutte. Donc aujourd'hui, c'est des choses à applaudir. Mais certes, il y a des opportunités pour Ama Baldé qui peut devenir roi des arènes, pour Boignan qui peut aspirer aujourd'hui à rencontrer éventuellement Modulo. Si toutefois Modulo gagne ce combat. Mais l'inconvénient est que aujourd'hui Boignan a eu un combat contre Tapha Tine. Et si aujourd'hui Tapha Tine prend le meilleur sur Boignan, je ne vois pas l'opportunité aujourd'hui que Boignan puisse rencontrer Balla Gaye. Parce que le statut de Balla Gaye aujourd'hui, personne ne peut en discuter. Donc c'est l'un des VIP qui est plus coté, en même temps que Modulo, en même temps que Bombardier. Mais aujourd'hui, on a besoin de voir l'inconvénient et surtout l'avantage pour Boignan, pour que puisse quand même être en force pour pouvoir convaincre tranquillement Tapha Tine. Mais si ça peut être une source aussi de pression, parce que si aujourd'hui il n'arrive pas à passer ce cap, donc pour le fait de revenir acculer encore Balla Gaye, je crois que ça nécessite vraiment une large réflexion. Tandis que Ama Baldé, il a eu l'opportunité aujourd'hui de pouvoir quand même lutter avec Modulo. Modulo quand même, c'est quelqu'un quand même qu'il faut prendre au sérieux. C'est quelqu'un quand même qui ne badine pas avec son plan de carrière. Donc aujourd'hui, on a besoin quand même d'avoir ces genres de confrontations pour que l'arène puisse être ouverte et que les jeunes puissent venir. Parce qu'on a vu aussi un Reug qui est sur le chemin des VIP. Donc aujourd'hui, si Reug arrive aussi à décrocher un combat contre Bombardier, je crois que le phénomène comme ici risque de continuer. La lutte qui va vers des après-midi très chaudes de Suleiman. N'est-ce pas? Merci Malal Junior Diagne, 12h33 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. En prélude au Conseil présidentiel sur l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, jeudi prochain, nous avons lancé hier une série de reportages sur cette thématique. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement des porteurs de projets au Sénégal, le rôle des coachs en développement personnel. Vous allez le voir, malgré leur rôle très important dans la mise en confiance des jeunes entrepreneurs, ils ne sont pas associés au programme de l'État destiné à lutter contre le chômage. Mohamed Ali Mouba a rencontré un coach formateur en efficacité personnelle. Ils sont une centaine au Sénégal et aident les jeunes à développer leur confiance personnelle et professionnelle. Les coachs formateurs en efficacité personnelle proposent des programmes personnalisés, objectifs stimuler, révéler l'esprit d'entreprendre. Tambadan Farah, coach. Alors, le coaching, c'est trois choses en fait théoriques. C'est d'abord la sociologie, c'est la psychologie et c'est également l'expérience. C'est-à-dire qu'en général, les personnes qui ont déjà un vécu à la fois professionnel, et humain, social, ce sont ces personnes qui sont prédisposées à faire du coaching. Après, maintenant, il y a des concepts de psychologie et des concepts de sociologie. Donc, par exemple, un sociologue ferait un très bon coach s'il a de l'expérience. Un psychologue ferait un très bon coach s'il a de l'expérience. Mais au-delà de tout, le coaching, c'est une façon un peu d'apprendre aux gens
à clarifier leurs croyances et leurs sentiments, les mettre en cohérence avec leurs projets, notamment dans le cas précis, les projets professionnels. Pour mener à bien les projets des jeunes entrepreneurs, les coachs sont donc importants. Mais au Sénégal, sont-ils impliqués dans les programmes de l'État destinés à résorber le chômage des jeunes? Tamba Danfaka répond par la négative. Je ne suis pas impliqué et je sais que beaucoup de coachs ne le sont pas non plus, sinon il n'y a pas du tout. Parce que la question de l'emploi au Sénégal, on en a fait une affaire politique et non pas une affaire nationale. Parce que pourquoi c'est une affaire politique? Tous les dispositifs publics que le gouvernement met en place, c'est des dispositifs qu'il confie à des militants. Et ils sont récompensés non pas en fonction de leur performance intrinsèque dans le cadre de leur job, mais en fonction de leur loyauté, de leur servitude vis-à-vis du parti au pouvoir. Et vous avez l'exemple le plus marquant, vous voyez comment les gens ils sont en train de huer le délégué général à l'entrepreneuriat, alors que c'est eux qui devraient le soutenir, simplement parce que peut-être que celui-là, il fait preuve d'un peu de professionnalisme. Mais qui est coach? Ont-ils la formation nécessaire pour prétendre au statut? Au Sénégal, la formation se fait sur le tas, selon Danfa. Non, il n'y a pas de cadre juridique en tant que tel. Même, par exemple, vous prenez un pays comme la France, aujourd'hui, pour être coach, il y a juste des associations. C'est-à-dire que c'est des associations qui se forment, des associations de coachs, qui ont appris le métier de façon en autodidacte et qui, après, vont certifier d'autres coachs. Par exemple, je dirais, je suis certifié coach de telle association de coach de France. Au Sénégal, il y a des initiatives. Certaines personnes sont en train d'en parler pour qu'il y ait effectivement une sorte d'association pour pouvoir certifier. Nous-mêmes, moi, c'est simplement il y a 10 ans que je fais cette activité de façon permanente. Mais auparavant, j'étais obligé d'avoir d'autres activités parce que ça ne nourrit pas son homme. Toujours est-il que Tamba Danfaka invite l'État du Sénégal à associer davantage ses coachs pour l'accompagnement des projets des jeunes, influencer positivement les jeunes qui pour la plupart sont bloqués par une absence de confiance en soi. Revenons à l'actualité. Je vous le disais tout à l'heure, 5 mois de prime de motivation. C'est ce que réclame le personnel du centre de traitement de l'hôpital principal de Dakar. Ils ont organisé un sit-in devant l'hôpital pour crier leur ras-le-bol. Ils n'écartent pas de marcher vers le palais et de paralyser le système pour se faire entendre. Un sit-in qui s'est tenu difficilement. Reportage de Salimata Aou. Des journalistes interdits d'accès à l'hôpital principal de Dakar. C'est finalement dehors que s'est tenu le sit-in du personnel du centre de traitement épidémiologique. Hygiénistes, médecins réclament 5 mois de prime de motivation. Ibrahima Djaoula. Depuis, ça fait 5 mois qu'on court derrière nos primes de motivation, qui est même un salaire pour certains parce qu'ils n'ont que ce revenu. Vous avez vu comment ils ont partagé les 1000 milliards qu'on avait dû, qu'on va le donner uniquement pour la santé. Nous, on n'a pas demandé quelque chose, on a demandé qu'on nous donne le dû, notre sueur. Mais vous avez vu dans les centres de traitement, certains de nos gens ont été contaminés, certains ont contaminé leur famille. À l'heure où vous parle même, on avait du personnel hospitalisé parce qu'ils ont atteint du Covid. Une marche vers le palais n'est pas écartée pour rentrer dans leur fonds. Aliundao. Nous ne sommes pas là à négocier quelque chose comme ça. On est prêt à taper fort. Soit on fera une marche vers le palais, soit on va croiser les bras. Et il y a des morts. Il y aura des morts dedans, donc, dans ce cas. Nous, les cas graves que vous entendez, c'est nous qui gérons ces cas graves. Donc nous sommes prêts. Pour le personnel, le ministère de la Santé et la direction de l'hôpital se renvoient la balle, ce qui empire la situation. Le ministère avait ordonné à l'hôpital principal dit que la lettre qu'ils ont reçue, il n'est nullement mentionné qu'on doit payer les gens des services. Mais ce que je regrette, l'État a mis beaucoup de milliards à l'hôpital principal. Même si l'État ne parvenait pas à payer, la direction, vu les soucis qu'on traverse. Joint au téléphone, le directeur de l'hôpital principal de Dakar n'a pas voulu se prononcer sur la situation. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronic Corp pour acheter des équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Electronic Corp, partenaire des grandes marques.
Beko vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi 20 avril 2021, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Affaire des médicaments présumés frauduleusement importés, les mises en cause tiennent leur défense. Aussitôt enrôlés, aussitôt montés à la barre. Et c'est Maître El Ayouf qui tient la ligne de front aux côtés de Maître Amadou Ali Kane. Hier, conférence de presse de feu pour apporter la riposte. Maître Mo, le complot, ce sera un combat de gladiateurs. Il y aura une bataille judiciaire de feu parce que l'affront est immense. Sache Maître El Ayouf, repris par Vox Populi, qui défie le ministre de la Santé et la direction de la pharmacie et du médicament de lui sortir un faux médicament. Réponse du berger à la bergère dans le journal Enquête. Le professeur Yérim Mbagnick Diop, le directeur de la DPM, il dit il y avait bel et bien des médicaments. Le journal Libération, cité par Maître El Ayouf comme étant manipulé pour ses publications quotidiennes sur l'affaire, rappelle à l'avocat ses trous de mémoire. Les solutés et autres comprimés avec étiquette retrouvées dans le dépôt lors des perquisitions. Le journal, visiblement en colère, lui rappelle l'information et l'histoire de la mise en forme après la prétendue erreur de traduction sur les étiquettes, sans parler de ce que la société Dipro Pharma Biomédique qui assurait la distribution est inconnue du bataillon. Enquête en conclut finalement que ces accusations et contre-accusations, l'I quotidien souligne que Maître Youf et compagnie parlent désormais chinois. En tout état de cause, l'Observateur affirme dans sa livraison du jour que l'enquête se poursuit. Tout dépendra de l'appréciation qu'en fera le maître des poursuites. Le procureur, retour de parquet hier donc, la bande revient aujourd'hui à la cave du palais de justice. Politique, les élections locales, guerre de leadership en perspective dans le Benno Bokk Yakaar. Le journal Tribune prédit l'implosion entre Louga, Thiès, Kaolack, Ziguinchor ou encore Kolda. Selon le confrère, ce sera ambition contre ambition, mortal combat entre alliés. Sud Quotidien qui s'intéresse à Dakar note que les candidatures classiques comme Khalifa Ababakar Sall, Amadouba pourraient être plombées par de jaunes loups. Le journal parle de bleu qui pourrait faire trembler les vieux briscards, Abdoulaye Diouf Sarr, Barthélémy Diaz, entre autres. Ainsi donc, pour Sud Quotidien, Dakar pourrait bien révéler des surprises à la merci des bleus. Au sujet des locales toujours, l'AS donne la parole ce matin à la société civile avec Valdiodio Ndiaye qui savonne la classe politique. Un conseiller de Macky Sall déballe dans Sourça, exonération fiscale au profit de responsables APR, somme donnée chaque mois au coordonnateur de la COJER distribution de l'aide alimentaire. Ça va dans tous les sens. Oumar Sow charge donc Macky Sall. Il dit avoir été très choqué quand il a vu à tout bas des gens qui distribuaient des kilos de riz alors qu'il connaissait le tonnage acheminé lors de la distribution de l'aide alimentaire. Le président donne, dit-il toujours, des appuis à certains et des opportunités à d'autres qui bénéficiaient d'exonérations fiscales dans le cadre de leurs activités pour qu'il aide les populations de tout bas. Le chef de l'État a confié la COJER à une personne et il lui donne 7 millions de francs CFA à chaque fin de mois pour régler les problèmes des jeunes de la structure, sans compter les appuis des ministres et des directeurs à l'endroit de la structure. Fin de citation. Le même Macky Sall, on le retrouve dans l'Observateur sur la gestion des affaires publiques et politiques. Le confrère nous dit que Macky a une nouvelle démarche au sujet de l'État. Il a au monitorien, il fait beaucoup de pression aussi pour avoir des résultats. Du côté de la politique, il demande que la paire bouge. À la une du journal Le Quotidien, Fouta, Ramadan sous la canicule, ruée vers Dakar. Mon confrère note que les plus jeunes disputent les places des bus aux personnes âgées. C'est à lire à la page 4 du journal Le Quotidien. Dans le journal Le Soleil, le vol de bétail dans le département de Goudomp, les racines d'un fléau transfrontalier quand la porosité des frontières et la non-coopération des populations entretiennent le phénomène, mais les forces de défense et de sécurité toujours mobilisées pour traquer les bandits. Dans le journal Vox Populi, Halima Gadji et Myriam Yor filment l'enfer du décor des séries télévisées sénégalaises. Myriam Yor affirme il y a des moments où la dignité fait défaut, certains deviennent des
les larbins des maisons de production rien que pour avoir un rôle. Vivre d'art et d'eau fraîche, Warnadak, ça doit finir à lire les complaintes de ces deux dames dans Vox Populi. Et puis sport, Aliou Cissé est-il sur siège éjectable? En tout cas, c'est désormais marquage à la culotte. La Fédération sénégalaise de foot a décidé de faire un suivi rapproché avec l'équipe nationale. Le journal Les Échos rapporte qu'instruction lui a été donnée de se rapprocher davantage des centres de décision et d'être à l'écoute de ce qui se fait. Vox Populi en conclut que la Fédération sénégalaise de foot rappelle Aliou Cissé à l'ordre. Dans ce Lamb, Khadim Gadiaga prévient Luc Nicolaï, avec ou sans lui, Ama Modlo se tiendra cette saison. S'il n'est pas prêt, on va trouver d'autres alternatives. Fin de citation. Bon,